Bonjour Monsieur Lou, comment allez-vous? Bonjour Loïc, je vais bien et toi? Ça va, je vais très très bien, merci beaucoup. Ça fait Bien. plaisir de vous avoir sur cet épisode de podcast. C'est pour la première fois que vous allez prendre la parole auprès de nos éditeurs qui nous écoutent sur les applications de podcast, Google, Spotify. Alors, ça fait quoi cette sensation d'être devant le micro? Mais déjà, c'est un plaisir partagé. C'est un honneur d'être un invité hors série. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Moi, j'aime pas trop parler, donc ça fait bizarre. Et moi, je vais commencer, tu veux qu'on commence avec cette petite phrase qui m'est venue en tête quand je pensais à cet épisode. Mhm. La phrase c'est: le manager est toujours le mieux chapeauté. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, bon, en fait, le manager pour moi, ma particularité en fait, j'ai un regard, une définition assez particulière du management. Je le vois comme étant un poste d'aboutissement, en tout cas un poste où on a une image globale de toutes les opérations, de ce que nous est confié. Et le manager a plutôt un rôle d'aiguille de chef d'orchestre. Donc pour moi, je suis tout à fait en phase avec cette affirmation-là, dans le sens où c'est la personne qui est désignée à avoir toutes les baguettes en fait pour faire Mhm. marcher la magie opérationnelle. Exactement. Et donc, cela me permet alors d'introduire, donc tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez dit que vous voyez le poste de manager comme un poste pour quelqu'un qui a quand même un aboutissant, qui a Oui. un abouti. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à travers votre parcours pour que les personnes qui ne vous connaissent pas puissent mieux vous connaître et nous parler à travers cela de votre évolution vers, en fait, ce rôle de manager? Bon, déjà, le contrat d'acceptation de cette émission-là, c'était de ne pas parler de moi. Donc, la premier contrat violé. Mais juste, bon, moi, j'ai un parcours assez atypique, mais qui est très, très uniforme. Sur le plan académique, j'ai fait 2 ans, après mon bac, je suis parti en France, j'ai fait 2 ans de DUT mesure physique, qui était un DUT un peu qui avait un contenu assez dense. C'est avec cette formation-là que j'ai eu la chance de découvrir pas mal de domaines: électronique, électricité, informatique, physique, chimie. J'ai fait vraiment pas mal de domaines. Après ce DUT-là, j'ai fait une année de prépa pour intégrer les grandes écoles françaises. Et après, je suis allé à l'école Télécom Sud Paris où j'ai fait ma formation d'ingénieur. Ingénieur télécom, sécurité des réseaux et des télécoms et des systèmes, pardon, de formation. Mhm. Après ça, sur le plan professionnel, j'ai commencé à travailler très tôt. Sur le plan social, très très tôt, hein, fait juste au temps de collège. Maintenant, sur le plan professionnel formel, j'ai eu mon premier poste en 2010, et non, 2008 plutôt. 2008, ensuite j'ai enchaîné en 2010, mais dans l'informatique, j'ai commencé en 2012. Mhm. Et j'ai travaillé en tant que support IT en France dans une boîte SS2I. J'alternais ce travail avec mes cours, quoi, en école d'ingé. Et avec ce travail-là, j'ai fait pas mal d'années de support IT, j'ai fait du développement. Du coup, j'ai fait vraiment tout le parcours. C'est pour ça que j'arrive à voir vraiment toute la grande image d'un poste dans le domaine IT, parce que j'ai eu à faire vraiment tout, Mhm. du technicien jusqu'au directeur de département IT. Wow, c'est un très très beau parcours, en tout cas très inspirant Merci. pour nous tous. Et donc au cours de votre parcours, vous avez sûrement eu à rencontrer pas mal de managers, de personnes qui vous ont aussi dirigé dans ce que vous faisiez. Quelles sont pour vous les qualités ou les compétences que vous avez remarqué qu'en fait qui les réunissaient tous? Était ce point commun que vous avez trouvé en eux, tous ces managers? Il y a un point commun qui sort, hein, de tous les managers, en tout cas avec qui j'ai aimé collaborer, pardon, c'est l'empathie. Et ça va dans les deux sens. Ça va dans le sens de l'équipe et le sens du manager, parce Mhm. que dans un travail d'équipe, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire marcher les choses. Mhm. Donc, et du moment par la constitution même d'équipe, en fait, dans sa définition, c'est que la chose opérationnelle ne peut pas se faire toute seule. Il faut Mhm. vraiment que les bras
se conjuguent pour que vous atteigniez ensemble vos objectifs. Donc le point vraiment le point commun, c'est qu'ils étaient des personnes très empathiques qui étaient à l'écoute de leur équipe et qui ne bridaient pas en fait le collaborateur. Donc moi, j'aime toujours être dans des environnements où il y a l'horizon, le sang ouvert, personne n'est limité sur la capacité d'innovation, de prise d'initiative ou de réalisation. Et la plupart, le point commun des environnements dans lesquels j'ai baigné, en tant qu'employé, en tout cas manager, c'est ces points-là. C'est des gens empathiques, c'est des gens qui te donnaient l'horizon, quoi. Tu n'étais pas bridé, tu pouvais faire tout ce que tu voulais en termes de prise d'initiative et de proposition de valeur. Donc pour vous, la vision, l'horizon que vous avez, c'est l'horizon qu'on va vous partager, c'est en fait un élément qui vous motive en quelque sorte. Ça vous permet de mieux travailler dans ce que vous faites quand le manager déjà il vous inspire en fait une certaine horizon Oui. que vous pouvez développer. Oui, pour moi, en fait, et ça c'est plutôt personnel. Moi, j'aime bien savoir les règles du jeu avant de m'engager. Donc, j'aime bien, et même dans ma façon de manager, j'écris tout, les conditions, quand c'est beau, comment il faut se comporter, quand c'est pas beau, comment il faut se comporter. J'aime bien définir les règles au préalable et donner des perspectives parce que ça aide les collaborateurs, l'employé à se projeter. Donc déjà au quotidien de savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, quelles sont les solutions possibles. Et ensuite, dans la vision et en tout cas dans les perspectives de savoir à quoi on peut s'attendre en fait sur du moyen, long, court terme, quoi. Donc, ça, c'est des choses assez importantes pour moi quand on dirige une équipe ou en tout cas, on est dans une posture de manager. Aujourd'hui, vous êtes à la tête on va dire, d'une grande famille composée de plus de 70 collaborateurs. Comment est-ce que vous vivez en fait le fait d'être manager et comment est-ce que vous partagez vous aujourd'hui votre façon de faire à vos membres d'équipe? Dans mon parcours, il y a une expérience qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide toujours dans la gestion des ressources humaines. C'est mon expérience bon, je vais la citer, hein, ISC, qui est un cabinet de recrutement au Sénégal. Donc, j'ai fait là-bas 5 ans où j'ai intégré le cabinet en tant qu'architecte IT jusqu'à occuper un poste de direction. Donc, cette expérience-là, j'ai beaucoup appris des ressources humaines. Et jusqu'à maintenant, ça me permet de mieux gérer mes équipes, de mieux coordonner et aussi d'intégrer un aspect expertise RH, quoi, dans la gestion de mes collaborateurs, de mes équipes. Est-ce que vous pouvez nous partager par exemple un exemple de moment où vous avez dû vraiment motiver des membres de votre équipe et qu'est-ce que ça a marché en fait à travers un exemple Oui, simple? je comprends juste pour répondre à la question hein, de comment je transmets la vision. Donc, avec cette expérience-là, ça m'a permis d'avoir quelques compétences et connaissances supplémentaires dans les ressources humaines. Du coup, moi, dans ma façon de manager, j'aime bien éclaircir les choses de manière, la transparence surtout, j'y tiens beaucoup. Transparence dans les décisions, dans les engagements et dans la définition des rôles et aussi des perspectives et de la vision qu'on a en commun. J'aime bien avec les équipes qu'on puisse adresser, définir ensemble de ce qu'il y a à faire et de définir ensemble les objectifs à atteindre et de définir ensemble les plans. Comme ça, chacun s'approprie de la chose et essaye de faire de son mieux pour y arriver. Et comme ça, on pourra taper sur la main lorsque ça ne marche pas aussi. Oui, aussi, en fait, on va définir ensemble. Donc, en tant que moi, par exemple, on définit ensemble quand est-ce qu'il faut taper sur la main et comment taper sur la main. On définit les sanctions ensemble, on définit les récompenses ensemble et on définit ensemble comment on souhaite vivre ensemble pour atteindre les objectifs communs. Parce qu'il y a quelque chose, pour moi, il y a d'abord un préalable, c'est que on est venu pour faire équipe ensemble. Donc, à partir de ça, il y a une affirmation implicite de
on peut travailler ensemble, on peut faire projet ensemble. Et de ce fait, je pense que ça ne posera pas vraiment, ça n'a jamais posé de souci, en tout cas dans mes équipes, de définir ensemble des choses à faire et de dérouler ensemble pour atteindre les objectifs. L'une des casquettes en tant que manager, c'est vraiment cette approche de communicant dont vous venez de parler justement à travers comment est-ce que vous parlez, vous êtes transparent dans votre approche. Mais l'une des missions principales aussi du manager, c'est vraiment de gérer les conflits. Vous, aujourd'hui, en tant que manager, comment est-ce que vous abordez la gestion des conflits au sein de l'équipe quand c'est difficile? Comment est-ce que vous arrivez à apaiser les tensions? Moi, j'aime pas les conflits déjà, donc j'essaie de les éviter au maximum. C'est-à-dire les éviter, non pas les fuir. Les éviter, c'est déjà de mettre un cadre où il y a des feedbacks en permanence, les choses sont assez claires. Donc ça, souvent, ça évite d'être dans des situations assez floues où personne ne comprend. Parce que la principale source de conflit, c'est ça. C'est quand c'est flou, quand ça n'avance pas, que personne ne comprend. Du moment où les choses sont claires, sont transparentes, donc il y a très peu de probabilité que des conflits jaillissent de ça. Donc, vraiment, c'est d'éclaircir, de jouer la transparence. Maintenant, quand il y a conflit, la plupart, c'est d'être la plus transparente possible, et équidistante aussi par rapport aux choses. Mais ce qu'il faut éviter, c'est vraiment de mélanger les états d'âme, de mélanger le personnel au professionnel, de faire fi du factuel et de rentrer sur des a priori, sur du jugement. Ça, parfois, ça peut, au-delà de résoudre le problème dans l'immédialité, ça peut détruire des relations et tuer toute une sympathie entre les gens. Donc, pour moi, pour les conflits, il faut déjà être très transparent, pardon, sur la gestion au quotidien, être factuel, dans la restitution et aussi de mettre vraiment, dehors les états d'âme et de privilégier le professionnel et le gain commun. Vraiment, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a ensemble, et qu'est-ce qu'on gagne ensemble, quoi. Et vraiment, c'est ça qu'il faut, pour moi, hein, en tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre en avant pour que chacun puisse dire, OK, la solution qui sera actée, ce sera une solution qui va aider, le groupe, pas juste de manière égoïste, et individuelle. L'une des casquettes encore que manager a, c'est de pouvoir aider ses collaborateurs à se développer. Moi, au cours de ce que j'ai eu à faire comme recherche aussi, j'ai appris qu'il y a plusieurs profils de personnes dans une entreprise quand vous travaillez. Il y a des gens qui sont démotivés, il y a pardon, comment on dit déjà, les directifs, bref, il y a plein de profils et chacun d'eux, en fait, a besoin quand même de se développer. Quelqu'un qui n'est pas bon, on ne va pas le laisser rester dans le mal, on va l'aider quand même à se développer. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous reconnaissez ces profils de personnes et comment est-ce que vous aidez chacun d'eux à vraiment se développer professionnellement et personnellement? Oui, j'ai déjà essayé de. Après, il y a des solutions RH, hein. Moi, comme je dis, j'ai de l'expérience RH là. J'essaie de l'utiliser, en fait, au maximum. Et dans mes équipes, par exemple, je fais pas faire passer, des tests MBTI, qui sont des tests de personnalité. En ayant le score, le niveau et la personnalité MBTI, on peut s'attendre et aussi à discuter avec les collaborateurs, savoir ce qui les motive. Mais comme je disais, au début de l'émission, en fait, c'est que, quand on commence la collaboration, c'est à cette étape-là, en fait, qu'il faut définir vraiment toutes les règles du jeu, entre guillemets, dresser et dessiner les perspectives. Moi, je recrute beaucoup sur la personnalité. Avec l'expérience, je sais détecter, quelques signaux, au-delà de l'aspect compétence, qui permettent, qui répondent à mes critères de collaborateur, quoi. Parce que il y a par exemple, moi, j'aime pas travailler avec des gens qui sont très attentistes, des gens qui se brident. Donc, du coup, quand je détecte ces signaux-là,
Vous pouvez être dans un service au sein de Volcano, mais ce serait très difficile que vous soyez dans mon équipe, quoi. Donc, parce que voilà, par mes obligations, je peux pas me permettre d'être avec ce type de profil-là. Donc, suivant ce que dit Krin et dit le collaborateur, son projet professionnel, j'essaye de lui donner le maximum d'informations, en tout cas de perspectives, pour qu'il puisse se dessiner. Mais en tout cas, ce à quoi j'essaye de faire au quotidien, c'est de voir est-ce que la personne progresse. Il m'arrive parfois de réorienter des personnes qui étaient à temps plein sur une activité, mais qui ne s'épanouissaient pas ou qui n'avaient pas le voie dedans. Donc, il m'arrivait de leur donner d'autres pistes de solutions et de les appuyer à se recréer, quoi, autrement. On dit aussi que un manager, c'est un stratège, un fin stratège. Vous définissez, vous, aujourd'hui, comme vraiment quelqu'un qui est axé stratégie dans votre... Méthodique, oui, et stratégique, je pense que ça peut être synonyme. Mais oui, un manager a besoin de voir. J'ai souvent tendance à donner, par exemple, les managers qui sont de niveau, les chefs de pôle, par exemple, j'ai souvent tendance à leur donner cette phrase métaphore en disant que le manager, quand c'est clair, c'est pas son travail. Le manager est dans le flou. Quand c'est absolument flou, on sait pas où on va. C'est ça, vraiment, là où on attend le manager pour éclaircir et dresser le chemin. Maintenant, quand c'est clair et on sait ce qu'il y a à faire et qui doit le faire, ça, c'est pas son travail. Si tu doutes ou que tu as des soucis à déléguer des choses, je te donne cette règle-là. Quand c'est clair et net et on sait ce qu'il faut faire, c'est pas ton travail en tant que manager. Le manager est vraiment au quotidien dans le flou, avec des projections, essayer d'éclaircir au maximum les choses pour donner du travail, créer des opportunités et faire progresser son entreprise. Et comment est-ce que quels sont je sais pas, les tips, les astuces que vous mettez en place, en fait, pour que votre vision stratégique soit toujours alignée avec la vision long terme de votre activité ou de l'entreprise? Moi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis très joueur, donc j'aime bien qu'on définisse les règles. Et une fois que je sais quelles sont les règles du jeu, quels sont les objectifs à atteindre, c'est à moi de faire ma recette et ma sauce pour y arriver. Donc, la vision long terme d'une entreprise donne en tout cas des marges de manœuvre aux managers. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour une entreprise, pour moi, hein, d'avoir une vision sur du court, moyen et long terme. Et c'est avec cette vision stratégique-là, qu'on arrive à faire progresser les managers. Donc, en tant que manager, je me base surtout sur la vision long terme et je dessine ma carte, en fait. C'est comme si je dois faire une map pour dire l'entreprise, c'est ça sa vision, son objectif sur du long terme. Moi, mon quotidien doit être de dessiner le chemin pour y arriver. Et donc, je combine toutes les recettes possibles. Je décline des plans opérationnels stratégiques pour y arriver. Mais c'est la seule directive qui est constante. Le reste, maintenant, c'est vraiment à la source du manager, à l'efficacité de son équipe et aussi à l'atteinte de ses objectifs sur du court et moyen terme. Et il y a une question comme ça qui m'est venue tout à l'heure quand vous avez parlé de jeu. Si vous deviez définir aujourd'hui Volcano, vous l'associerez à quel jeu? Je dirais Monopoly. Monopoly. Pourquoi le Monopoly? Oui, parce qu'il y a, en fait, Volcano, c'est une entreprise un peu assez particulière dans ses missions. Et c'est une entreprise qui se dissocie, hein, des entreprises classiques par des engagements des fondateurs, par la vision qu'on souhaite donner et par aussi l'envie d'impact social et africain qu'on souhaite donner à ce projet-là. Du coup, on a des manières de faire, de collaborer et de travail qui sont parfois complètement différents. Mais moi, personnellement, dans ce qui est dans le travail,
c'est pas une religion, du coup, je n'ai pas de vérité. Ma seule vérité dans ce milieu, dans le milieu du travail professionnel, c'est les résultats. Du coup, du coup, je peux croire à une leçon le lundi. Si tu m'amènes une leçon le mardi qui fait plus de résultats, je suis de ton camp. Jusqu'à qu'on prouve le contraire. Effectivement. Mm. Et la cassette à laquelle je viens, elle est très importante, c'est la Mm. gestion du temps. Mhm. C'est, par exemple, pour vous avoir cité cet épisode, c'était assez compliqué parce que Mm. vous êtes quelqu'un de très occupé quand même. Mm. Mais comment vous organisez-vous efficacement, en fait, au niveau du temps avec, entre votre rôle de responsable de service, entre votre rôle aussi de business dev puisque vous vous occupez de l'activité commerciale et votre intervention aussi auprès des différents pôles de l'entreprise? Oui, bon, exceptionnellement, hein, je joue un rôle d'assistant support sur certains métiers où j'ai un peu de connaissances, le temps de trouver des personnes pour assurer ces postes-là. C'est ce qui fait que parfois j'ai un peu l'air débordé. Mais concernant l'activité de business development, en tout cas l'activité de supervision des services et des opérations, euh, ça, j'ai quand même quelques automatismes, en fait, j'ai quelques bribes de travaux ou de dossiers assez automatisés qui me permettent de faire un travail sur des délais assez courts. Donc, Mhm. moi, j'aime bien tout ce qui est optimisation. Mhm. J'aime Oui, factoriser. oui. J'ai horreur du travail laborieux Ouais. et assez chronophage. Du coup, au premier jet, c'est-à-dire quand je viens, je découvre, je peux accepter la règle du chronophage, suivre point par point. Mais jamais je fais un travail deux fois de la même manière avec la même durée. Jamais Mhm. ça, j'ai horreur de ça. Du coup, dès mon premier travail, en fait, dès que j'engage un premier jet, le deuxième jet, ce sera deux fois plus rapide et deux fois plus automatisé parce que Mhm. j'aime pas faire les choses de la même manière avec la même durée. Mhm. J'adore capitaliser, j'adore optimiser. Du coup, dans l'arbitrage ou en tout cas dans la gestion de mon temps, tout dépend des périodes. Il y a des périodes où les collaborateurs ont vraiment besoin de support, d'assistance. Il m'arrive parfois de venir au bureau et d'ouvrir ma porte quoi et de rester là que les gens viennent taper sur rendez-vous ou pas. Quand c'est des heures de bureau, je suis à la disposition des collaborateurs. Mhm. Donc, leurs besoins, leurs questions sont prioritaires. Mais une fois que, en dehors des heures de bureau ou les week-ends, parfois, j'essaie d'avancer sur des dossiers. Sauf si, j'ai des dossiers assez lourds à évacuer. Là, j'essaie de me donner assez de temps, pour les évacuer. Sinon, de manière assez classique, la matinée, c'est pour répondre aux urgences. L'après-midi, c'est pour travailler sur des dossiers Mhm. personnels et lourds, quoi, pour l'entreprise. Et donc, quels sont les deux, trois outils que vous recommanderez à tous les managers ou à toutes les personnes qui ont vraiment envie de s'optimiser niveau timing pour Euh, mieux gérer son temps? Moi, j'utilise beaucoup d'outils, mais depuis qu'il y a l'avènement des IA, je pense que les managers sont sont soulagés parce que il y a ChatGPT Mhm. avec les bons prompts qui te permettent quand même de faire beaucoup de choses en peu de temps. Moi, j'utilise beaucoup les Keep Notes, là, Mhm. que ça soit Keep de Google ou Notion. J'aime bien noter les choses ou mon agenda, hein, Mhm. classique. Mais j'adore les logiciels bureautiques comme Excel, les logiciels de calcul, que ce soit Google Sheet ou Excel. Ça, c'est presque mon quotidien. Il n'y a pas un jour où je suis pas dedans, quoi. Ça Mhm. permet de faire des projections, de noter, de faire du reporting et tout ce qu'on te voit avec, quoi. Donc, Mhm. j'adore Google Sheet dessus. Donc, en note Google Sheet, en note tout Google ce qui est Sheet, outil de notes Keep, comme Keep, ouais. Toute Notion, la suite Google toute la Drive, suite Google. Google, Ouais, quoi. ouais, G ouais. Suite. Toute la suite G Suite, moi, c'est mon quotidien. Ouais. Le dernier point que je vais aborder pour Mm. vraiment finir avec toutes les casquettes de manager, c'est représenter l'entreprise. Mm. Aujourd'hui, un manager, il transmet la vision de l'entreprise auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès de ses clients et Mm. auprès du monde extérieur. Mm. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela? Comment est-ce que vous vous voyez et comment est-ce que
vous partagez alors cette vision de votre entreprise-là dehors auprès de la famille et de... Non, moi, en fait, déjà, comme je disais tout à l'heure par rapport aux vérités dans le monde professionnel, moi, ma seule religion dans ce milieu, c'est les résultats. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que les gens savent apprécier ce qu'il y a de beau et de bon. Donc, quand tu es dans une activité, dans une entreprise, le fait de faire des belles choses, le fait de les faire avec la qualité et toute la dédication nécessaire, ça va amener sûrement des résultats. Mhm. Donc, pour moi, en fait, euh, le fait les résultats sont les premiers ambassadeurs. Mhm. Si dans l'entreprise dans laquelle la personne est, que ce soit manager ou pas, la personne doit se donner assez de temps et d'activité, en tout cas de temps dédié à ce projet-là, pour que son entourage puisse y voir. Je dis, bon, parfois je caricature en wolof en disant que il faut faciliter la chose, il faut pourrir, en fait. Il faut faire marcher la chose comme Mhm. si c'est du poulet à manger, quoi. Il y a Mhm. personne qui refuse le poulet. Tu vois? Du coup, quand tu fais marcher ta boîte, en fait, les indicateurs, c'est ton entourage. Si les personnes te sollicitent pour caser le cousin, le neveu, le frère, ça veut dire que ta boîte attire. Mhm. Si une personne est porteur d'un projet dans le digital de ton domaine et qu'on te sollicite, ça veut dire que ton attire. Et ton entourage, si ton entourage te sollicite vraiment dans ton activité au quotidien, soit pour bénéficier de tes services, ça c'est les premiers indicateurs que tu as bien Mhm. représenté ta structure et tu en parles. Et heureusement, nous, Volcano, c'est notre quotidien, c'est notre identité. Donc, naturellement, toutes les sollicitations se font dans ce canal-là. Et c'est Mhm. une des raisons de la création de Volcano. C'est ces sollicitations en permanence de notre entourage, de nos connaissances qui ont fait naître Volcano. Et même jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on essaie d'entretenir. Et il faut, quand on est dans une boîte, en tout cas, quand on est parmi les personnes qui décident, il faut faire en telle sorte que toute personne, du stagiaire jusqu'au poste top management, soit fière d'être dans cette Mhm. entreprise-là. Mhm. Que la question qui va se poser sera plutôt, en fait, pourquoi je suis pas dans Volcano que l'inverse. Il faut que Mhm. les gens soient préoccupés, en fait, en permanence, soient contents et fiers d'être à Volcano et que les gens qui sont soit pas dedans aient envie de venir ici. Et Mhm. ça doit être dégagé, représenté, matérialisé partout dans notre façon de faire, dans notre communication et aussi dans notre quotidien. Donc, moins de pipeaux et plus de travail, plus de qualité. Oui, les deux vont de pair. On est dans, par exemple, quand tu fais des belles choses, il faut aussi apprendre à dire au monde les belles Il y a choses des qui choses peuvent que être tu faites. fais. Donc, Ouais. les choses vont de pair. Même c'est une compétence Ouais. de savoir euh, parler, communiquer de Mhm. son quotidien. Donc, Mhm. oui, plus de people, plus de travail. Plus. On retient. Mais pas people, mais communiquer, bien Oui. communiquer, quoi, sur son travail, Bien parce que c'est communiquer une et compétence. bien travailler. C'est ce qui différencie Ouais. les entreprises. Il y a des entreprises qui font des belles choses, mais qui ne savent pas les mettre en valeur. Ça ne veut pas dire Mhm. qu'elles vont disparaître Mhm. ou pas, hein, mais peut-être ça leur suffit. Mais en tout cas, le fait de communiquer, de montrer ce qu'on fait au quotidien, ça peut permettre quand même à d'autres personnes de s'en inspirer Mhm. ou de dessiner leur voie avec, quoi. Ouais. C'est ça, on Ouais. Ouais. l'espère. On l'espère, on l'espère. Donc, bon, là, ce qu'on va faire, c'est que pour résumer un peu le tout, Mhm. vous avez quand même de nombreuses années en termes d'expérience, en tant que manager. Vous avez Mhm. travaillé aussi dans des entreprises qui vous ont permis d'acquérir de l'expérience, d'asseoir de l'expérience. Mhm. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut entamer sa première année en tant que manager, devoir gérer une équipe, quels sont les conseils que vous pourrez lui prodiguer, qui pourraient l'aider à mieux le vivre? Parce qu'être manager, je pense quand même, Oui, c'est... comme je disais tout à l'heure, du point commun des managers à qui j'ai aimé, avec qui j'ai aimé travailler.
En fait, c'est l'empathie dans le sens, pas dans le sens social ou plutôt du terme, dans le sens où on dit empathie, alors qu'au quotidien, dans les actions, ce n'est pas ça. Quand je dis empathie, c'est dans le sens où moi, en fait, ma sens, par exemple, c'est que j'ai traversé tous les postes possibles d'un profil IT, du petit technicien jusqu'au directeur de département. Donc, ça m'a permis de savoir à peu près quand on est à un poste, quel est notre quotidien, à quoi on aspire, ainsi de suite. Ça permet quand même d'être beaucoup plus efficace dans les décisions et propositions de projets et le choix de carrière et de conseils de carrière pour les collaborateurs. Maintenant, pour un jeune manager, euh, par exemple, moi, une expérience assez difficile dans mes premières années de management, c'était d'arrêter les gens. Tu vois, ça m'a pris presque 2, 3 jours pour arrêter la première personne, quoi. Tu vois, parce que fallait arrêter, fallait diminuer l'équipe, des trucs comme ça. Donc, c'était pas facile. Il y avait quand même, pardon, il y avait de la sympathie, il y avait quand même une certaine relation et c'était difficile, quoi. C'était une des soirs difficiles. Mais ce qui a toujours fait preuve dans mes équipes, c'est vraiment de dire, s'ils étaient à la place de cette personne, qu'est-ce que j'aimerais, comment j'aimerais être managé, tu vois. Et s'ils n'ont pas la réponse, de le poser à la personne directement. Et ça, de manière transparente, ça montre que vous n'êtes pas là pour faire la guerre, vous êtes là en train de voir ensemble comment collaborer. Parce que naturellement, en fait, ce qui peut arriver quand on est désigné manager, c'est que parfois on sort d'un lot de personnes de même niveau et là on est promis à un niveau supérieur. Si on n'est pas un bon communicant ou bien si on est dans un environnement de guerre de trucs, ça peut être difficile. Les autres peuvent te voir comme un traître, vous pouvez voir les autres comme étant des gens. Et ça peut générer des micro-guerres entre guillemets. Et ça, c'est pas ce qui est souhaité dans une entreprise où vous partagez le quotidien, vous partagez les objectifs et vous avez une activité à entretenir. Donc, le mieux, vraiment, c'est de dire que ces personnes-là qui sont sous ma responsabilité sont c'est des personnes avec qui je souhaite atteindre des objectifs et avancer et se réaliser. Donc, il faut vraiment au quotidien se poser la question, est-ce que vous êtes en train de bien faire, de poser la question si on n'a pas les réponses, hein, en fait, comment ces personnes-là souhaitent être managées, de définir avec eux. La décision va toujours revenir au manager, mais les gens acceptent ça, c'est plutôt, je pense, de la psychologie. Les gens acceptent mieux les règles qu'ils ont définies, en fait, qu'ils ont définies ou dans lesquelles on les a embarqués dans les définitions. Donc ça permet aux gens de s'approprier très rapidement les règles, les décisions, en tout cas la culture. Et pour le manager, c'est toujours de faire ensemble, de décider en équipe, de faire équipe quoi au quotidien et de se soucier de ça. Moi, je suis très sensible dans tout ce qui est équité, isolement des gens. Donc, j'aime bien quand on est dans quelque chose que toutes les personnes qui sont censées y être, y soient quoi, et qu'on joue équipe. Quand c'est pas clair, on dit que c'est pas clair et on met tout sur la table et on exécute de manière transparente et collégiale pour tous. Moi, je retiens 3 mots de cela. Franchement, c'est empathie, humilité et collaboration. Qu'est-ce que vous C'est pensez de ça. ça? Et au-delà de ça, c'est la foi qui drive my life. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette très très belle note de fin. Merci beaucoup, monsieur Lo, pour cet épisode qui était super intéressant. J'espère que vous avez pris du plaisir à discuter avec moi des différentes casquettes de manager. Et si les gens veulent vous rencontrer, comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Non, mais c'est de venir à Volcano. Venez à Volcano, rentrez par tous les canaux de Volcano. Je serai devant la porte et je vous accueillerai avec plaisir. Super. Donc, Volcano, c'est une entreprise de services qui aide vraiment les entreprises et les entrepreneurs à matérialiser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs de développement grâce au numérique et grâce à l'innovation. Et pour toutes les personnes que vous soyez jeunes, vieux, anciens, Volcano, la porte est ouverte à tous. Cet épisode hors série s'achève là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous disons à la prochaine. Merci, monsieur Lo, et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous.